Ma femme a publiquement ridiculisé ma virilité lors d'une retraite pour couple. Je mérite un vrai homme qui peut réellement satisfaire une femme comme moi, a-t-elle lancé en riant. Mais elle était furieuse quand la thérapeute a demandé mon numéro, et maintenant elle me supplie de me réconcilier. Cela s'est passé il y a environ 8 mois, et je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est produit. Petit avertissement, ça va être très long, mais je vous promets que ça vaut la peine d'être lu jusqu'à la toute fin si vous voulez voir la justice rendue. J'ai 31 ans, je travaille comme analyste financier dans une société d'investissement de taille moyenne. Ma femme, Brittany Faunon évidemment, a 33 ans, elle travaille dans le marketing pour une entreprise de cosmétiques. Nous étions mariés depuis 8 ans et laissez-moi vous dire que ces dernières années ont été une véritable guerre psychologique. Brittany avait cette manière insidieuse de me faire sentir comme une véritable merde, tout en me convainquant que c'était pour mon bien. Ça a commencé assez innocemment, de petites remarques sur mes vêtements, mes performances au travail, ma manière d'organiser nos finances, mais cela a graduellement dégénéré en quelque chose de bien plus sinistre. Le pire, c'était quand elle m'humiliait publiquement devant les gens. Comme cette fois à la fête de fin d'année de son entreprise, où elle a fait une blague sur mes performances au lit, juste devant son patron, ses collègues et leurs conjoints. J'avais envie de disparaître sous terre. Quand j'ai essayé d'en parler avec elle plus tard, elle a juste dit que j'étais trop sensible et que je devais m'endurcir comme un vrai homme. Mais ce n'était pas seulement les humiliations publiques qui me détruisaient. À la maison, elle démolissait systématiquement tout ce que je faisais, ma carrière, mon corps, mes amis, mes relations familiales. Selon Brittany, j'étais passif, faible, professionnellement stagnant, et globalement une déception dans tous les domaines imaginables. Ce qui était vraiment tordu, c'est qu'elle disait ces horreurs tout en affirmant qu'elle m'aidait à devenir l'homme qu'elle savait que je pouvais être. Honnêtement, je ne me souviens plus de la dernière fois qu'on a eu une conversation normale qui ne s'est pas terminée par moi me sentant totalement inutile et doutant de ma propre santé mentale. Bref, après des mois de cette torture psychologique, j'ai enfin réussi à la convaincre d'assister à une retraite pour couple. Ça nous a coûté près de $4000 que nous n'avions pas vraiment, mais j'étais sincèrement désespéré. C'était soit ça, soit j'envisageais sérieusement, disons simplement que j'étais dans un état mental très sombre. L'endroit s'appelait Mountain View Relationship Retreat, niché dans les Rocheuses à environ 4 heures de notre ville. Décor de cartes postales, cabanes rustiques, pins immenses, l'ambiance thérapeutique en pleine nature. Il y avait 15 couples au total, tous prétendant que leur mariage n'était pas complètement en ruine. À notre arrivée, une femme nous accueillait au pavillon principal. Fin trentaine, tenue professionnelle mais chaleureuse, elle dégageait une confiance tranquille et sincère, comme si elle se souciait vraiment d'aider les gens, au lieu de simplement toucher un chèque. Ça doit être la thérapeute principale, ai-je dit à Brittany. Elle a ricané avec mépris, espérons qu'elle soit plus compétente que la dernière conseillère, qui ne comprenait clairement rien au fonctionnement des relations saines. Oui, la dernière conseillère avait suggéré gentiment que Brittany pourrait essayer d'être moins critique envers moi. Brittany l'avait virée après exactement 2 séances. La thérapeute principale s'est présentée sous le nom de Dr Elena Martinez. Quand elle vous regardait, on avait l'impression qu'elle voyait à travers le masque que vous vous efforciez de maintenir. Honnêtement, c'était à la fois terrifiant et étrangement rafraîchissant. La session d'accueil était extrêmement gênante, 15 couples disposés en cercle, tous essayant de deviner qui était le plus abîmé psychologiquement. Il y avait ceux qui en faisaient trop, jouant les couples parfaits, ceux qui ne pouvaient même pas se regarder dans les yeux, et ceux qui étaient ouvertement hostiles, se lançant des regards qui tuaient. Quand ce fut notre tour de nous présenter, Brittany s'est immédiatement mise en mode représentation, nous sommes mariés depuis 8 merveilleuses années et nous sommes ici parce que nous traversons une période difficile. Mon mari a des problèmes de confiance en lui ces derniers temps, et cela affecte vraiment notre capacité à communiquer efficacement. Elle m'a serré la main et a affiché ce sourire parfaitement maîtrisé. J'espère que nous pourrons nous reconnecter et l'aider à retrouver l'homme fort et confiant dont je suis tombée amoureuse. Une version magnifiquement aseptisée de « Mon mari est devenu une coquille pathétique et j'ai besoin de professionnels formés pour réparer ce qui est cassé chez lui. » La docteure Swanson m'a regardé droit dans les yeux, avec un véritable intérêt, « Et vous, que souhaitez-vous personnellement retirer de cette semaine ?» Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Brittany intervint sans la moindre hésitation. Il a vraiment besoin de travailler ses compétences en assertivité. Il est devenu extrêmement passif ces derniers temps, surtout en ce qui concerne, eh bien, honnêtement, à peu près tout dans notre relation. Elle lâcha ce petit rire cruel que j'avais appris à redouter profondément. Parfois, j'ai l'impression d'avoir épousé un lion confiant et de m'être retrouvé avec un chat domestique timide à la place.
Plusieurs hommes dans le cercle laissèrent échapper ces ricanements masculins gênés. Mon visage me brûlait de honte et d'embarras. Mais la docteure Swanson ne se laissa pas faire. J'aimerais quand même beaucoup l'entendre parler lui-même, dit-elle fermement, en maintenant le contact visuel avec moi, malgré la tentative évidente de Brittany de contrôler le récit. J'étais tellement conditionné à ce qu'on parle à ma place qu'il me fallut plusieurs secondes pour retrouver ma propre voix. Je veux apprendre à être véritablement entendu, dis-je simplement, me surprenant moi-même par mon honnêteté. La docteure Swanson acquiesça comme si c'était la chose la plus raisonnable que quelqu'un ait dite de toute la journée. C'est un excellent et très sain point de départ. Plus tard dans l'après-midi, ils nous séparèrent stratégiquement, les hommes avec un conseiller, les femmes avec un autre. C'était littéralement la première fois depuis des mois que je me retrouvais dans une pièce sans avoir l'impression de marcher constamment sur des œufs émotionnels. Il s'avéra que tous les hommes présents avaient des histoires étrangement similaires, se sentir chroniquement sous-estimés, critiqués en permanence, marcher sur des œufs à la maison, se perdre même dans leurs relations. Un type dit quelque chose qui me marqua profondément, la société ne cesse de nous dire de nous ouvrir émotionnellement, puis elle nous punit systématiquement quand on essaie de le faire. Quand la docteure Swanson vint observer notre groupe d'hommes, toute l'énergie changea visiblement. Elle écoutait réellement ce que nous disions, au lieu d'attendre simplement son tour pour donner des conseils. Quand ce fut mon tour de parler, je décrivis les critiques constantes, mais délibérément, j'omis les détails les plus humiliants. On dirait que votre estime de vous-même dépend entièrement de l'approbation de votre partenaire, observa-t-elle pensivement. Ce n'est pas plutôt normal dans un mariage, demandai-je sincèrement. Une interdépendance saine, absolument. Mais une dépendance émotionnelle au point de se perdre complètement soi-même, ce n'est ni normal ni sain. Ces mots me percutèrent comme un train lancé à pleine vitesse. Votre valeur fondamentale en tant qu'être humain existe indépendamment de la reconnaissance ou de la validation des autres. Personne ne m'avait jamais dit ça de toute ma vie. Ce soir-là, au dîner, Brittany était inhabituellement silencieuse et observatrice. Normalement, elle serait en train de réseauter activement avec les autres couples, mais là, elle jouait avec sa nourriture et me fixait avec des yeux calculateurs. Alors, qu'avez-vous exactement discuté dans votre petit groupe de soutien masculin, demanda-t-elle d'un ton faussement détaché. Surtout les schémas de communication, différentes manières d'exprimer ses besoins sans déclencher des réactions défensives. Elle leva les yeux au ciel de façon théâtrale. Ils t'ont appris à avoir des besoins valables à exprimer, pour commencer ? Je posai soigneusement ma fourchette. J'essaie sincèrement, Brittany. Toute cette retraite hors de prix, c'était mon idée, tu te souviens. Encore une solution pansement coûteuse au lieu de travailler vraiment sur tes problèmes fondamentaux. La docteure Swanson passa justement près de notre table à ce moment précis, alors que Brittany venait de planter ce couteau verbal. Elle s'arrêta une fraction de seconde, avait probablement tout entendu, mais conserva une expression professionnelle parfaitement neutre. « Tout se passe bien pour le dîner ?» demanda-t-elle gentiment. « N'oubliez pas, nous avons la méditation guidée à 20h ce soir. » Après son départ, Brittany se pencha vers moi d'un air conspirateur. Elle semble très personnellement investie dans nos conversations privées. La session du soir consistait à écrire des lettres à notre moi plus jeune. En écrivant tout ce que je voulais désespérément avertir à ce jeune homme plein d'espoir de 23 ans, si excité à l'idée de se marier, je sentis la docteure Swanson s'arrêter derrière ma chaise, pensivement. « Très belle perspective, dit-elle doucement. Avez-vous envisagé de planifier une session individuelle ? Parfois, comprendre qui nous sommes doit précéder la compréhension de notre relation. » J'acquiesçai, ressentant quelque chose que je n'avais plus connu depuis des années, un véritable espoir, que quelqu'un puisse me voir autrement qu'un mari brisé ayant besoin de réparation professionnelle. Brittany me regardait depuis l'autre bout de la pièce, tel un faucon, et son visage affichait une expression de glace arctique. Le lendemain matin, Brittany fut étonnamment favorable à l'idée de la session individuelle. Bien sûr, vas-y, essaie. Peut-être qu'elle pourra découvrir ce qui ne va fondamentalement pas chez toi, puisque manifestement, moi je n'ai pas réussi. Le bureau de la docteure Swanson n'avait rien des lieux froids et cliniques que j'avais toujours imaginés, des fauteuils en cuir confortable, un éclairage doux, de grandes fenêtres donnant sur le paysage montagneux. Elle me désigna un fauteuil installé en face de son bureau. Je m'y assis, tendu. « Merci d'avoir pris le temps pour cette séance, » dis-je nerveusement. « Je prends le temps quand je reconnais quelqu'un qui est véritablement prêt pour un vrai changement, » répondit-elle. Nous avons longuement parlé de ma vie avant le mariage, de la confiance naturelle que j'avais autrefois, de la manière dont j'abordais les relations avec optimisme et confiance, de ma capacité à me fier à mon propre jugement pour les décisions importantes.
Puis vint la partie la plus difficile, identifier précisément le moment où toute cette véritable confiance en moi avait commencé à disparaître. Quand avez-vous remarqué pour la première fois que vous deveniez plus petit, demanda-t-elle avec une précision chirurgicale. La question était si douloureusement juste qu'elle me coupa littéralement le souffle. Plus petit. C'est exactement ce que je ressentais. Comme si j'avais rétréci dans ma propre existence. Un timing très intéressant, observa la docteure Swanson. Le succès professionnel déclenche souvent une profonde insécurité chez les partenaires qui ont besoin de contrôle. Je n'avais jamais envisagé cette perspective auparavant. Parfois, ce qui ressemble à du mépris est en réalité de la peur. Ta promotion a fondamentalement menacé la dynamique de pouvoir qu'elle avait soigneusement établie. Nous avons exploré un terrain de plus en plus inconfortable, l'humiliation dans la chambre, les humiliations publiques systématiques, la destruction méthodique de ma confiance en moi, tous les détails douloureux que je n'avais jamais partagés avec un autre être humain. Ce que vous décrivez correspond exactement à de l'abus émotionnel, dit-elle simplement, sans drame ni exagération, juste une constatation professionnelle claire. Allez, un homme ne peut pas vraiment être victime d'abus émotionnels, dis-je automatiquement. C'est précisément ce discours culturel qui maintient tant d'hommes prisonniers de situations psychologiquement destructrices. La manipulation émotionnelle est tout aussi nuisible, peu importe la dynamique de genre. Quelque chose de fondamental s'est brisé en moi. Je n'avais pas pleuré devant quelqu'un depuis les funérailles de mon père il y a 6 ans, mais les larmes vinrent malgré tout, silencieuses mais impossibles à arrêter. Elle attendit patiemment, me tendant des mouchoirs sans rendre le moment gênant ou inconfortable. « Je veux que vous compreniez quelque chose d'important, » dit-elle lorsque j'eus enfin repris mes esprits. « Je vois en vous une force intérieure immense que vous avez simplement oubliée. Le fait que vous ayez pris l'initiative de cette retraite, que vous soyez ici en train de faire ce travail émotionnel incroyablement difficile, ce ne sont pas les actions d'un homme faible. » Ces paroles ressemblaient à la découverte d'une source d'eau après avoir erré dans un désert émotionnel pendant des années. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où quelqu'un avait reconnu de la force en moi, au lieu de pointer uniquement ce qu'il fallait réparer. Ce que votre femme appelle constamment de la faiblesse, moi, je le reconnais comme de l'intelligence émotionnelle et de l'empathie. Ce qu'elle présente comme un échec personnel, je le vois comme de la sensibilité et un véritable souci des autres. La séance se termina par des stratégies pratiques, comment établir des limites saines, comment répondre à l'humiliation publique, comment interrompre les schémas de pensée destructeurs. Mais le plus important, c'est qu'elle m'avait donné une chose que personne ne m'avait jamais offerte auparavant, la permission explicite de me valoriser en tant qu'être humain complet. J'aimerais observer vos interactions de plus près pendant les activités de groupe, dit-elle alors que je me préparais à partir, si cela vous convient. Ce serait extrêmement utile. Alors que je tendais la main vers la poignée de porte, elle ajouta, pour que ce soit bien clair, tout ce que nous discutons reste strictement confidentiel, à moins que vous ne choisissiez vous-même d'en parler. Revenir affronter Brittany, c'était comme entrer volontairement dans la tanière d'un lion. Elle m'attendait clairement quand je revins à notre cabane. Alors, qu'est-ce que ta nouvelle amie thérapeute a diagnostiqué comme étant tes problèmes fondamentaux? On a parlé de schémas de communication et de techniques pour établir des limites saines. Est-ce qu'elle m'a blâmé pour tes problèmes? Ça semble être l'approche thérapeutique à la mode ces temps-ci. En réalité, on s'est surtout concentré sur mes propres réponses et réactions, sur comment je peux mieux communiquer à l'avenir. Pas tout à fait vrai, mais ça évitait de lui offrir de nouvelles munitions. Fit Brittany en scrutant mon visage comme si elle cherchait quelque chose de précis. Elle semble très personnellement investie dans tes progrès individuels. L'exercice de confiance de l'après-midi était conçu pour rendre les couples émotionnellement vulnérables l'un envers l'autre. Nous étions assis face à face, répondant à des questions de plus en plus personnelles pendant que la docteure Swanson circulait dans la pièce en observant attentivement les dynamiques. Brittany enclencha immédiatement son charme dès que la thérapeute s'approchait, soudainement chaleureuse, engagée, me touchant affectueusement le bras, souriant avec adoration. Mais je commençais enfin à voir à travers cette performance calculée. Les premières questions étaient trompeusement simples, souvenirs préférés, choses que nous admirions réellement l'un chez l'autre. Brittany excellait dans cette partie, racontant des histoires soigneusement préparées qui donnaient à notre relation des allures de contes de fées, surtout quand la thérapeute était à portée d'oreille. Puis vinrent les questions bien plus difficiles, partagez quelque chose qui vous fait réellement honte et que votre partenaire ne comprend peut-être pas totalement. Brittany répondit en premier avec une histoire stratégiquement choisie sur le stress au travail, qui la faisait passer pour une professionnelle dévouée et travailleuse. Quand mon tour arriva, je me surpris à choisir l'honnêteté. J'ai profondément honte de combien je me suis perdu dans cette relation,
de comment je suis devenu quelqu'un qui doute absolument de tout et qui ne se sent jamais à la hauteur. Les yeux de Brittany s'embrasèrent de colère. Donc, d'une certaine manière, tout ça serait ma faute? Je remarquai que la docteure Swanson s'était arrêtée tout près, visiblement attentive. Je ne blâme personne. Je réponds simplement honnêtement à la question. Eh bien, peut-être que si tu essayais réellement de t'améliorer au lieu de t'apitoyer constamment sur ton sort. Laissez-le terminer ce qu'il a à dire, intervint fermement la docteure Swanson. La prochaine carte portait sur les besoins non satisfaits dans la relation. Lorsque ce fut le tour de Brittany, elle ne put pas résister à cette occasion parfaite d'humilier publiquement. J'ai désespérément besoin d'un partenaire qui ne s'effondre pas complètement au moindre stress ou à la moindre critique. Quelqu'un capable de gérer un retour honnête sans s'écrouler émotionnellement. Quelqu'un qui agit réellement comme un adulte mature dans tous les aspects de notre relation. Elle accentua la dernière partie avec un regard qui rendait son sous-entendu sexuel absolument limpide. Plusieurs couples autour de nous se raidirent, visiblement mal à l'aise. Mon visage se mit à brûler, envahi par une honte familière. La docteure Swanson s'approcha de manière visible. Cela ressemble davantage à une critique sévère qu'à l'expression d'un besoin émotionnel réel. Pourriez-vous reformuler cela en termes de ce dont vous avez réellement besoin pour vous sentir épanoui? Le sourire de Brittany était absolument venimeux. J'ai besoin de force émotionnelle et physique de la part de mon partenaire. C'est mieux? Peut-être, bien que la force authentique se manifeste de bien des façons différentes. Après cette performance calculée de Brittany, il aurait été si facile de me replier dans des réponses prudentes et génériques. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. J'ai besoin de respect fondamental, dis-je simplement, en privé, et surtout en public. J'ai besoin de me sentir valorisé et apprécié, au lieu d'être constamment critiqué et corrigé. J'ai besoin d'être vu comme une personne complète, pas seulement comme un ensemble de défauts à réparer. La docteure Swanson acquiesça avec encouragement. Ce sont des besoins humains fondamentaux à être acceptés et valorisés pour ce que vous êtes authentiquement. Le visage de Brittany vira au rouge vif. Donc maintenant, c'est évident, vous prenez son parti. Je pensais que les thérapeutes professionnels étaient censés rester neutres. Soutenir des modes de communication sains, ce n'est pas prendre parti. C'est littéralement mon travail. La tension entre elles était électrisante. Brittany s'excusa peu après, prétendant une violente migraine soudaine. Cela a demandé un vrai courage, dit calmement la docteure Swanson après son départ. Ce n'était pas du courage. Ça ressemblait plutôt à du désespoir pur. Parfois, ce sont exactement la même chose. Pour la première fois depuis des années, je ressentis que je n'étais peut-être pas en train de devenir fou. Peut-être que mes besoins comptaient réellement pour quelqu'un. Ce soir-là, après le dîner, la docteure Swanson s'approcha de notre table. Brittany avait complètement sauté le repas, affirmant que sa migraine s'était fortement aggravée. « Comment gérez-vous la séance de groupe d'aujourd'hui » demanda-t-elle avec une réelle prévenance. « Mieux que je ne l'aurais cru, même si je sais que je vais sûrement le payer cher ce soir. » Elle hocha la tête, comprenant clairement. La croissance exige souvent de traverser un certain inconfort. Nous avons discuté pendant près de 30 minutes, une conversation normale sur la vie, les objectifs professionnels, les intérêts personnels. Rien de bouleversant, mais cela me sembla totalement révolutionnaire d'avoir quelqu'un qui écoutait réellement ce que je disais, au lieu d'attendre son tour pour me corriger. « J'aimerais planifier une autre séance individuelle, dit-elle alors que nous nous apprêtions à partir. Demain après-midi, si cela vous convient. Ça me semble vraiment utile. En fait, elle hésita brièvement, il y a un petit café en ville, à environ 20 minutes d'ici. Parfois, un changement d'environnement aide les gens à s'ouvrir plus facilement. La suggestion avait une portée étrange, moins formelle que son bureau, plus personnelle par nature. Quelle heure vous conviendrait le mieux? J'ai une pause à 11 h demain matin. Je pourrais vous envoyer l'adresse exacte par message. Avant que je puisse répondre, une voix tranchante interrompit brutalement notre conversation. Comme c'est incroyablement pratique. Des textos privés avec les patients, maintenant? Brittany se tenait juste derrière nous, sa migraine apparemment miraculeusement guérie, les bras croisés et le regard flamboyant de rage. La docteure Swanson resta parfaitement calme et professionnelle. Comme indiqué lors de l'orientation, nous proposons divers canaux de soutien pour les participants qui ont besoin d'une aide supplémentaire. Quelle délicate attention! Est-ce que tous vos clients masculins reçoivent une attention aussi personnalisée? Après que la docteure Swanson se fut excusée poliment, Brittany tourna toute sa fureur nucléaire directement vers moi.
C'est absolument embarrassant. Tout le monde ici voit parfaitement ce qui se passe. Quelque chose en moi se brisa enfin complètement. Des années à marcher sur des œufs. Des années à être désigné comme le problème fondamental. Des années à accepter le blâme pour absolument tout. Tout cela atteignit soudainement son paroxysme. Que se passe-t-il exactement? Quelqu'un me traite avec une simple décence humaine, et cela te menace, toi? Elle te drague, c'est totalement inapproprié et non professionnel. Tu sais quoi? Peut-être bien que oui. Mais le fait que la simple gentillesse me semble aussi étrangère en dit long sur ce que tu as systématiquement fait à ma confiance en moi toutes ces années. L'expression de Brittany changea radicalement. Pendant une fraction de seconde, je vis quelque chose qui ressemblait peut-être à de la peur véritable. Donc maintenant, je suis la méchante? Je suis la vilaine parce que je te pousse à être meilleur au lieu de dorloter ton ego fragile comme tout le monde? Tu ne me pousses pas à être meilleur. Tu détruis systématiquement la moindre confiance que j'ai encore. Ma voix était calme et posée. Les critiques constantes, les humiliations publiques, la manière dont tu me fais sentir totalement inutile. Ce n'est pas de l'amour, Brittany. C'est du contrôle psychologique. Elle me regarda comme si je venais de me faire pousser une deuxième tête. Je n'arrive pas à croire que tu retournes toute la situation pour te faire passer pour la victime. Je ne retourne rien du tout. Je vois enfin notre relation avec une clarté totale. Très bien. Tu veux me blâmer pour tous tes problèmes personnels, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce que je reste là à te regarder foutre ta vie en l'air pour une thérapeute manipulatrice qui te bourre le crâne avec des conneries. Elle partit furieuse vers notre cabane, me laissant seul là, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone vibra avec un message de la docteure Swanson, le café s'appelle Mountain Ground, 42 rue des Pins. À tout à l'heure, 11h. Pour la première fois depuis une éternité, j'attendais quelque chose avec impatience. J'ai retrouvé la docteure Swanson au café le lendemain matin. C'était un endroit chaleureux, avec du mobilier vintage dépareillé et des œuvres d'art locales couvrant les murs, le genre d'endroit où l'on pouvait avoir une vraie conversation sans se sentir pressé. Merci d'avoir accepté de me retrouver ici, dit-elle pendant que nous nous installions dans une banquette d'angle. Comment ça se passe avec Brittany depuis la confrontation d'hier soir? Extrêmement tendu, mais honnêtement, je me sens plus lucide et plus centré que je ne l'ai été depuis des années. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures de mon enfance, de mes aspirations professionnelles, de mes rêves personnels qui avaient été complètement ensevelis sous des années de critiques incessantes. Elle écoutait sans aucun jugement, posait des questions pertinentes et m'aidait à reconnaître des schémas que je n'avais jamais consciemment perçus auparavant. Vous savez, dit-elle à un moment donné, d'après mon avis professionnel, vous n'êtes clairement pas celui qui a besoin d'être réparé dans cette relation. Que voulez-vous dire par là? Brittany présente des signes classiques de comportement narcissique, les humiliations publiques systématiques, la manière calculée dont elle sape votre confiance, le fait de présenter l'abus émotionnel comme un moyen de vous aider à progresser, ce sont des tactiques de contrôle psychologique tout droit sorties des manuels. Entendre cela formulé avec autant de clarté fut à la fois profondément validant et absolument terrifiant. Alors que devrais-je faire? Ce n'est pas à moi de prendre cette décision à votre place. Mais je dirais ceci, vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous élève constamment, et non quelqu'un qui vous démolit méthodiquement. À mon retour à la retraite, Brittany m'attendait avec une fureur nucléaire. 3 heures. Tu es parti pendant 3 heures entières à boire un café avec elle? Nous avons discuté de mes progrès et des prochaines étapes du programme. Quelle foutaise. Tu vis une liaison émotionnelle et tout le monde ici voit parfaitement ce qui se passe. Et même si c'était vrai, pourquoi cela te dérangerait-il? Tu as été on ne peut plus clair sur ce que tu penses réellement de moi. Parce que tu es mon mari, et que je ne vais pas me faire humilier publiquement par une soi-disant thérapeute qui pense pouvoir voler les hommes des autres. Le masque était complètement tombé. Il ne s'agissait plus d'amour ou d'inquiétude sincère, mais de possession et de contrôle psychologique. Je ne suis pas ta propriété personnelle, Brittany. On verra bien. Cet après-midi-là eut lieu la dernière séance de groupe. Brittany livra une performance digne d'un Oscar, jouant la femme dévouée dont le mari était systématiquement manipulé par une thérapeute peu éthique. Elle insinua que la docteure Swanson s'était comportée de manière inappropriée, suggéra que l'ensemble de la retraite était non professionnel, et se présenta comme une victime innocente d'une faute thérapeutique. Certains couples semblèrent avaler son histoire sans sourciller. Mais la docteure Swanson géra la situation avec un professionnalisme parfait, recentrant la conversation sur les schémas de communication sains et l'importance de poser des limites claires.
Lorsque la session se termina et que les participants commencèrent à préparer leur départ, Brittany accula la docteure Swanson dans le couloir, juste à l'extérieur du pavillon principal. J'étais assez proche pour entendre chaque mot. « Je sais exactement ce que vous faites », siffla Brittany avec une hostilité glaciale. « Vous pensez pouvoir détruire mon mariage et me voler mon mari avec votre manipulation psychologique. J'ai déjà eu affaire à des garces manipulatrices comme vous. » La réponse de la docteure Swanson fut glaciale et professionnelle. « Je suis désolé que vous le ressentiez ainsi. Si vous avez des préoccupations légitimes au sujet du programme, vous êtes libre de déposer une plainte officielle auprès de notre commission de certification. Oh, je ferai bien plus que ça. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne prédatrice vous êtes réellement. » C'est alors que l'attitude de la docteure Swanson changea légèrement, toujours professionnelle, mais avec une fermeté tranchante que je n'avais encore jamais entendue. « Madame Thompson, j'exerce en tant que thérapeute depuis 15 ans. J'ai aidé des centaines de personnes à reconnaître et à fuir avec succès l'abus émotionnel. Vos menaces ne m'effraient pas, et vos tactiques de manipulation ne fonctionnent pas sur quelqu'un formé à les repérer. » Le visage de Brittany devint d'une pâleur cadavérique. « Comment osez-vous ? J'ose parce que c'est littéralement mon travail d'aider les gens à voir clair. Votre mari est un homme fondamentalement bon qui mérite bien mieux que ce que vous lui avez offert. Si cette simple vérité vous menace, alors peut-être devriez-vous vous interroger sur les raisons. » Brittany fit volte-face et s'éloigna d'un pas furieux, mais pas avant que je ne voie dans ses yeux quelque chose que je n'avais encore jamais vu, une peur réelle, paralysante. Le trajet du retour fut 4 heures d'enfer psychologique pur. Brittany alternait entre cris, pleurs sur ma prétendue trahison, et menaces spécifiques sur ce qu'elle ferait si je reprenais un jour contact avec la docteure Swanson. Cette salope manipulatrice t'a complètement retourné contre moi. Tu ne vois pas qu'elle t'utilise juste pour flatter son propre ego pathétique ? Mais pour la première fois depuis des années, ces mots glissèrent sur moi sans m'atteindre. Je voyais enfin la manipulation pour ce qu'elle était. Dès notre retour à la maison, Brittany tenta immédiatement de reprendre le contrôle du récit. Elle appela ses amis et les membres de sa famille, se présentant comme la victime tragique d'une thérapeute non professionnelle qui aurait séduit son mari vulnérable. Elle alla même jusqu'à appeler ma mère. Elle pleurait de manière théâtrale en racontant que la retraite avait complètement détruit notre mariage. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu que tout le monde se rallie automatiquement à la pauvre Brittany, les gens commencèrent à poser des questions précises. Ma mère m'appela directement. « Fiston, tu as l'air différent. Plus fort, plus confiant. Que s'est-il vraiment passé là-haut ? » Pour la toute première fois, je racontais à quelqu'un de ma famille toute la vérité sur ce qu'avait réellement été mon mariage, les critiques constantes, les humiliations publiques systématiques, la destruction méthodique de ma confiance et de mon estime de moi. Ma mère fut absolument horrifiée. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que cela se passait comme ça ? » Parce que Brittany m'avait convaincu que c'était normal, que j'étais le problème fondamental. Ma sœur eut une réaction similaire lorsque je lui racontai enfin tout. Mon meilleur ami Connor aussi, qui m'avoua qu'il s'était sincèrement inquiété pour moi depuis des années, mais ne savait pas comment aborder le sujet sans paraître intrusif. Pendant ce temps, les tentatives de Brittany pour détruire la docteure Swanson se retournèrent spectaculairement contre elle. Elle déposa des plaintes officielles auprès de l'ordre professionnel, du centre de retraite, et même du bureau d'éthique commerciale. Mais la docteure Swanson avait documenté chaque étape de manière professionnelle, et les accusations de conduite inappropriée de Brittany s'effondrèrent complètement sous l'examen. Pire encore pour Brittany, le centre de retraite lança sa propre enquête interne. Ils interrogèrent d'autres participants et découvrirent que plusieurs personnes avaient personnellement été témoins des abus verbaux de Brittany, ainsi que de ses menaces directes. Sa plainte fut entièrement rejetée et elle fut même bannie à vie de tous les futurs programmes du centre. Mais le véritable tournant survint lorsque Brittany tenta de me faire virer de mon travail. Elle appela directement mon patron et lui dit que je faisais une dépression nerveuse totale et que j'avais besoin d'une intervention professionnelle immédiate. Elle affirma que j'étais manipulé par une thérapeute peu éthique et que je ne pouvais plus être digne de confiance pour prendre des décisions rationnelles. Mon patron, qui me connaissait depuis 6 ans, me convoqua pour un entretien privé. Au lieu de la confrontation que Brittany attendait, il me demanda si tout allait bien à la maison. Je lui racontai toute la vérité. Il s'avéra que plusieurs collègues avaient remarqué des changements significatifs dans mon comportement au cours des dernières années, comment j'étais devenu de plus en plus anxieux, moins confiant, remettant constamment en question mes décisions, alors qu'autrefois je tranchais avec aisance. Mon patron envisageait justement de me parler à ce sujet, mais ne savait pas comment aborder un sujet aussi personnel.
L'homme qui est revenu de cette retraite, c'est le type confiant que j'ai embauché il y a 6 ans, dit-il. Peu importe ce qui s'est passé là-bas, ça t'a fait du bien, c'est évident. C'est à ce moment-là que je compris que Brittany avait commis une erreur fatale. En essayant de détruire ma crédibilité, elle avait en fait exposé son propre comportement à un examen plus large, et les gens qui me connaissaient depuis des années pouvaient désormais clairement voir la différence entre l'homme confiant que j'avais été et la coquille brisée que j'étais devenu. 4 semaines après notre retour de la retraite, je quittai notre maison et déposai une demande de divorce. La réaction de Brittany fut exactement ce que l'on pouvait attendre et bien plus encore. Il y eut d'abord les larmes et les promesses désespérées de changer, puis une rage explosive accompagnée de menaces précises, ensuite des tentatives calculées pour retourner nos amis communs contre moi, et enfin une négociation désespérée, où elle me proposa de travailler sa manière de communiquer si je lui donnais juste une dernière chance. Mais j'en avais fini. La docteure Swanson m'avait rendu quelque chose que j'avais perdu depuis des années, la capacité de me voir clairement et de reconnaître ma propre valeur en tant qu'être humain. La procédure de divorce fut absolument brutale. Brittany utilisa toutes les tactiques de manipulation possibles, y compris celle d'affirmer que j'avais abandonné notre mariage pour une autre femme. Mais son propre comportement pendant la retraite avait été vu par trop de témoins, et ses tentatives vindicatives de détruire la docteure Swanson avaient laissé une trace écrite révélant sa véritable personnalité. 8 mois plus tard, j'étais officiellement libre. Brittany retourna vivre dans sa ville natale, où j'ai entendu dire qu'elle tenta de se réinventer en victime d'un mariage raté. Mais dans les petites villes, les gens parlent, et la vérité sur son comportement finit par se répandre. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle travaillait dans un centre d'appel et vivait chez ses parents, à l'âge de 33 ans. Quant à moi, je vais mieux que je ne l'ai été depuis plus d'une décennie. J'ai été promu analyste senior, j'ai repris le sport régulièrement, j'ai renoué avec d'anciens amis que j'avais perdus de vue. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un, une institutrice de maternelle prénommée Rachel, qui considère que ma sensibilité et mon intelligence émotionnelle sont des forces réelles, pas des faiblesses à corriger. Et oui, je suis resté en contact avec la docteure Swanson, au départ pour quelques séances de suivi afin de m'aider à tout digérer. Mais environ 6 mois après la finalisation du divorce, notre relation est devenue quelque chose de bien plus personnel. Je sais que certaines personnes diront que cela prouve que Brittany avait raison au sujet de la relation inappropriée. Mais honnêtement, je me fiche complètement de ce que les gens pensent désormais. La docteure Swanson m'a vu au plus bas, à mon point de rupture absolue, et elle m'a aidé à me souvenir de qui j'étais vraiment sous toutes ces couches de douleur. Elle ne m'a pas volé à Brittany. Elle m'a aidé à m'échapper de quelqu'un qui détruisait méthodiquement mon âme. Parfois, la personne qui vous sauve n'est pas celle que vous auriez imaginée. Et parfois, la meilleure revanche contre quelqu'un qui a essayé de vous faire sentir inutile, c'est simplement de s'épanouir sans lui. Brittany a passé des années à essayer de me convaincre que j'étais fondamentalement brisé, que j'avais besoin d'elle pour me réparer. Mais en réalité, la seule chose qui était réellement cassée, c'était ma disposition à accepter d'être traité comme une merde. Je ne suis pas brisé. Je ne l'ai jamais été. J'avais juste besoin que quelqu'un m'aide à me rappeler cette vérité essentielle. Et maintenant je suis exactement là où je suis censé être.